Place maintenant à l'invité d'Au cœur de l'info. En cette fin d'année, la Philharmonie de Paris propose au sein de sa programmation un concert tout particulier qui se tiendra dans 4 jours, celui de l'orchestre d'enfants Demos. Demos pour dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Une initiative lancée il y a 15 ans maintenant et qui a pour ambition de permettre à des enfants issus de quartiers défavorisés ou ruraux qui n'ont donc pas accès à la musique classique de bénéficier d'une formation musicale et de se voir prêter des instruments pour une durée de 3 ans. 4 heures de cours par semaine, un rassemblement par mois en orchestre et un concert de fin de saison organisé dans une salle emblématique en région ou à la Philharmonie de Paris, comme ce sera donc le cas mercredi prochain. Objectif, œuvrer à la démocratisation culturelle par la pratique musicale. Et la nouvelle marraine de Demos est la violoncelliste et concertiste internationale Astrix Cyranossian, qu'on a le plaisir de recevoir ce soir sur France 24. Bonsoir Astrix Cyranossian, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation donc sur France 24. Tout d'abord, sur ce projet Demos qui fête cette année ses 15 ans, 13 000 enfants en ont bénéficié depuis sa création. Donc l'objectif, c'est de démocratiser en quelque sorte le classique. Exactement, c'est une manière un petit peu, dans le sens noble du terme, de vulgariser l'apprentissage de la musique classique dans des quartiers qui n'ont pas forcément accès facilement à la musique. L'apprentissage en commun pour aussi donner confiance et puis accompagner des enfants de 7 à 12 ans. C'est une initiative absolument essentielle, je pense, et dans l'époque que nous traversons actuellement, où l'expression individuelle est quand même très importante à rappeler, de pouvoir, par le biais de la musique qui a un langage universel et qui permet de pouvoir partager beaucoup d'émotions autrement que par le langage, l'apprentissage d'un autre langage, en tout cas que la parole, me paraît absolument essentiel et très beau. C'est des enfants à partir de quel âge ? À partir de 7 ans. À partir de 7 ans, ils sont accompagnés pendant 3 ans et ils ont la chance de pouvoir donc apprendre dans des groupes d'une quinzaine d'enfants et ensuite faire grossir le projet en rencontrant d'autres enfants. C'est une très belle aventure humaine. Et donc sur un cursus de 3 ans ? De 3 ans, exactement. Et puis ensuite, ce qui est très beau, c'est qu'il y a des enfants qui viennent du projet Demos et qui continuent ensuite en conservatoire, qui peuvent garder l'instrument qui leur est prêté. C'est l'apprentissage par l'orchestre, par le chant. Il y a également aussi une implication physique, la danse, qui est tout de suite mis en pratique. Donc c'est vraiment l'apprentissage. C'est-à-dire, à quoi ça sert du coup le langage corporel aussi, de pouvoir ressentir des rythmes, la percussion. Donc une pédagogie assez innovante. Exactement, une pédagogie à la fois innovante, douce, qui met aussi évidemment, qui met en fait au cœur du projet le bien-être de l'enfant et le fait de pouvoir recevoir une transmission douce, essentielle. Évidemment aussi, il y a tout le caractère social qui est très important parce que l'apprentissage de l'orchestre, l'apprentissage en groupe, ça apprend évidemment aussi à pouvoir peut-être trouver des parallèles dans la société. Et donc, ça fait intervenir quel type d'intervenants, justement ? Non seulement des musiciens professionnels, mais aussi cet accompagnement social, ça se manifeste par quoi ? Il y a tout un tas de personnes impliquées qui travaillent, qui sont accompagnateurs sociaux. Il y a les parents aussi des enfants qui sont fortement sollicités. De temps en temps, il y a des parents qui, eux-mêmes, après, rentrent et travaillent au sein du projet Demos. J'ai pu en rencontrer la semaine dernière, notamment. Et puis, il y a aussi les rencontres, en fait, de corps professionnels avec ces enfants, qui ait eu une ouverture d'esprit et puis une palette tournée vers l'avenir, avec comme langage principal la musique, qui est quand même un langage qui permet beaucoup de choses, mais surtout qui permet de communiquer de la douceur, de l'amour, qui peut permettre aussi de pouvoir exprimer de la colère, mais d'une manière différente que par... Canalisée. Exactement. Alors, au-delà de la pratique musicale, ça participe aussi à donner sans doute aux enfants une relation... disons, nouvelle de manière générale aux apprentissages. Est-ce qu'ils peuvent ensuite mettre ça en pratique aussi dans le cadre scolaire ? Parce qu'on sait que la musique, il faut beaucoup de rigueur, beaucoup de méthode et beaucoup de travail. On imagine que ça peut aussi servir dans d'autres environnements éducatif. Oui, mais c'est beaucoup de travail pour beaucoup de plaisir aussi. Il y a une satisfaction lorsqu'on a un instrument, on apprend aussi à prendre soin d'un instrument. Quelque part, lorsque l'on apprend à prendre soin d'un instrument, on prend aussi soin de soi-même. Je pense, oui, encore une fois, le travail, l'apprentissage en groupe, c'est évidemment les heures pédagogiques du projet, mais c'est également toute la vie
en dehors des cours, les relations avec les éducateurs, avec les professeurs de musique. C'est aussi la découverte, évidemment, d'un répertoire, puisque avec Demos, tous les répertoires sont vraiment du baroque jusqu'à la musique actuelle sont brassés pour aussi montrer qu'il y a un lien phénoménal en fait entre toutes les musiques et qu'il n'y a pas la musique classique, mais qu'il y a vraiment la musique qui fait du bien et qui permet de pouvoir à la fois recevoir et pouvoir exprimer des émotions. Et sur sa page consacrée à Demos, sur son site internet, la Philharmonie pose cette question: l'accès à la musique classique change-t-il le regard des enfants et de leur famille sur la place qu'ils peuvent occuper dans la société? Qu'en pensez-vous? En tout cas, c'est bien de se poser la question. Je pense que la musique, en tout cas moi qui ai grandi dans une famille où la musique était un langage omniprésent, un langage paternel pour moi en tout cas, je pense que en tout cas de se poser la question dans l'éducation en général, de faire rentrer la musique dès le plus jeune âge dans les foyers, ça forme les enfants, ça forme les citoyens de demain et l'accompagnement avec la musique d'une vie, en tout cas moi je ne pourrais pas vivre sans et ça me paraît être en tout cas une des manières les plus les plus importantes et les plus comment dire formatrices en tout cas pour l'avenir. Et ce programme a un coût nul pour les parents. Oui. Comment est-ce que c'est financé? Alors c'est financé notamment par des partenaires, mais notamment des dons. Et il y aura la grande soirée, le grand live Demos le 10 décembre. Donc mercredi prochain. Mercredi prochain. Et ce qui est absolument très intéressant à savoir, c'est que pendant ce grand live, il y aura une fondation qui doublera tous les dons qui seront faits, en fait. Donc la journée du 10 décembre et du 11 décembre. Donc c'est vraiment des journées d'appel aux dons. Parce que, encore une fois, pour que les instruments puissent être prêtés gracieusement aux enfants, pour que les formations soient gratuites, pour que les formateurs puissent consacrer du temps à ce projet Demos, il y a besoin évidemment de financement. Et vous vous produirez d'ailleurs mercredi prochain aux côtés de ces enfants. Dans quel état ils sont? On imagine que vous avez répété. Moi, je suis très... Oui, ouais, puis c'est avant tout beaucoup de bonheur de partager en fait ces moments. C'est la création, rentrer sur scène, de pouvoir se mettre quelque part. Ça pourrait peut-être paraître être en difficulté, mais de pouvoir avoir l'excitation de la scène, de connaître cela pour un enfant, et moi de partager en tout cas ce moment si spécial pour eux. Parce que moi je monte souvent sur scène, je garde une âme d'enfant évidente chez moi, comme à peu près tous les musiciens je pense, et donc de rencontrer ces enfants qui sont excités, de pouvoir être très fiers aussi de partager ce moment entre eux et ensuite avec moi, évidemment me fait immensément plaisir. Et pourquoi avoir accepté du coup d'être marraine? Qu'est-ce que ça vous a fait? Déjà, j'étais extrêmement touchée qu'on me propose d'être marraine d'une initiative qui me paraît tellement portée sur tant de valeurs auxquelles je crois, la transmission, la pédagogie, la musique. Et puis surtout, je me dis souvent, si finalement, d'avoir un peu de notoriété, si ça peut servir à quelque chose, c'est bien pour pouvoir ou inspirer ou aspirer. Moi, j'ai eu tellement de grands musiciens qui m'ont inspiré, ou des personnes en général. Voilà, je trouve qu'en tout cas, ce projet Demos m'a bouleversée lorsque j'ai eu des discussions et puis lorsque j'ai pu rencontrer des jeunes. Et donc, c'était en tout cas une évidence pour moi d'accepter d'être marraine. Alors, on va à présent évoquer votre parcours personnel. Avant cela, on va vous écouter, Astrix Cyranossian. C'était lors d'un tout récent concert avec l'orchestre d'Avignon Provence. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà donc pour cet extrait. Astrix Cyranossian, votre parcours personnel. Donc vous êtes né à Lyon, issu, vous avez commencé à l'évoquer, d'une famille d'artistes, un père notamment pianiste, chef d'orchestre et directeur de conservatoire. On imagine que ça vous a donné un avantage certain, et aujourd'hui vous voulez sans doute partager cette chance que vous avez eue avec justement des enfants qui ne sont pas forcément issus d'un tel background. Exactement, moi d'avoir vraiment bénéficié de la musique naturellement.
comme un langage familial, j'ai pris conscience que c'était une énorme chance. On s'en rend compte pas tout de suite, mais lorsque je me suis rendu compte de cette chance, évidemment, c'est essentiel pour moi de le partager, de faire en sorte que les jeunes et les enfants qui n'ont pas eu cette chance puissent découvrir ce langage, puissent découvrir cette musique. J'ai commencé avec une méthode qui était enseignée au conservatoire de mon père et qui s'appelle la méthode Suzuki et qui a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par un violoniste qui s'appelait Suzuki et qui est parti du principe que l'apprentissage de la musique formait des meilleurs citoyens. Et l'apprentissage de la musique formait aussi à l'ouverture d'esprit, au dialogue, à la compréhension d'une démocratie. Voilà, donc j'ai grandi avec, finalement, j'ai appris le violoncelle avec une méthode qui n'est pas si éloignée de Demos, la transmission orale, le travail en groupe. Voilà, tout de suite mettre en tout cas en pratique des dimensions pédagogiques dans la musique qui peuvent après être mises en miroir dans la vie de tous les jours. Et c'est dans cette même démarche solidaire que vous mettez en œuvre aussi à travers votre association Spitak Sevan, fondée en 2019 et qui fournit là aussi du matériel musical à des enfants et un soutien aussi à leurs professeurs, mais cette fois dans des pays confrontés à la guerre, à savoir le Liban où votre mère est née, si je ne me trompe pas, et à l'Arménie, pays de vos origines. Exactement. Eh bien, encore une fois, la notoriété grandissant, j'ai eu des propositions pour pouvoir représenter des marques de cordes de violoncelle. Et lorsqu'on m'a proposé la quantité de cordes dont je pouvais bénéficier, je me suis dit que je n'avais pas besoin d'autant de matériel pour moi, mais que voilà, il fallait en tout cas que j'en fasse bénéficier. Et en allant donner cours en Arménie, au Liban, je m'étais rendu compte que le matériel, les matériaux sur lesquels travailler les enfants étaient tellement vétustes que c'était vraiment du bricolage. Donc j'ai commencé comme cela et puis ensuite en effet il y a eu l'explosion à Beyrouth, il y a eu la guerre en Arménie en 2020, donc j'ai commencé un travail un peu différent d'accompagnement en Arménie en tout cas d'enfants qui étaient déplacés, donc qui avaient été victimes de guerre. Et là encore une fois, je me suis rendu compte à quel point la musique est un langage qui peut faire tant de bien et exprimer beaucoup, beaucoup de choses sans forcément avoir besoin de la parole qui, de temps en temps, limite, en tout cas dans l'expression des sentiments. Et vous dites d'ailleurs, je vous ai entendu dans une interview dire qu'en temps de difficulté et notamment de guerre, la musique est la première sacrifiée. Et pourtant, ces vertus, justement, en ces temps de difficulté, sont nombreuses. Bien sûr, même thérapeutique. Oui, elle est extrêmement thérapeutique. Et je pense qu'en effet, en 2020, lorsque nous étions considérés absolument pas essentiels en tant qu'artistes, musiciens... Donc pendant le Covid. Pendant le Covid, nous étions absolument pas donc utiles, essentiels. Et lorsque je suis donc allée sur un terrain de guerre et que la première rencontre a été de partager de la musique avec des enfants ou alors avec des soldats blessés et que je me suis rendu compte qu'un sourire pouvait jaillir d'un visage d'un enfant qui avait absolument tout perdu, qui était orphelin, ou alors de pouvoir voir un jeune soldat complètement blessé, brûlé à l'acide, prendre un sourire ou même commencer un petit peu à siffloter après avoir vu tant d'horreur parce que la musique lui évoquait et peut-être l'évader aussi d'un monde, d'une réalité qui n'est pas forcément facile à supporter. Donc oui, dans tous les cas, moi je pense que Nietzsche le disait si bien, mais en tout cas c'est une réalité et la musique, franchement, je pense que ça devrait être beaucoup plus exploité dans l'éducation. Dans la transmission et évidemment dans les vertus thérapeutiques qu'elle peut apporter. Dans l'éducation, il n'y en a pas assez en France, alors, notamment dans les écoles. Alors c'est mon avis personnel, mais je pense que la flûte à bec est un répulsif en tout cas à l'apprentissage de la musique. Non, mais c'est une aberration. Enfin voilà. Le chant Après, choral, voilà, mais peut-être le chant choral, le rythme corporel, autre. Il y a beaucoup de choses qui peuvent en tout cas donner un accès beaucoup plus doux, agréable à la musique. Voilà, mais après, c'est des débats sans fin. Pédagogie et musique toujours, c'est l'heure de votre carte blanche, Astrix Cyranocian, et à ma demande, donc vous m'avez transmis cette idée d'image d'archive. On va visionner donc une photo de Nadia Boulanger, immense pédagogue. Immense pédagogue, immense figure de la musique, immense dame de la musique qui est née en France et qui a enseigné toute sa vie, qui a transmis, elle a eu des milliers d'élèves. Et ce qui était très intéressant pour elle, c'était de prendre chaque individualité comme il est et de
donc de le faire fleurir avec sa propre individualité. Et c'est ça aussi, par exemple, dans le projet Demos, qui est pour moi très important, c'est que c'est un apprentissage de groupe, mais qui met en valeur et qui donne confiance individuellement aux enfants. Nadia Boulanger a vraiment œuvré énormément pour le développement de la musique. Elle était très exigeante et elle a laissé un héritage absolument phénoménal dans toute la musique. Elle a eu par exemple comme élève Quincy Jones, qui était le grand producteur de Michael Jackson. Donc, elle a eu comme professeur Gabriel Fauré. Donc j'aime dire qu'en fait finalement entre Gabriel Fauré et Michael Jackson, il y a pas tant de temps. Et autre élève de Nadia Boulanger, Daniel Barenboim, Oui. le très grand chef d'orchestre. Vous êtes d'ailleurs depuis 2017 invité pour participer au sein de son célèbre West Eastern Divan Orchestra. Pourquoi est-ce que vous teniez à y participer? Donc un orchestre, je le rappelle, qui fait intervenir à la fois des musiciens palestiniens et israéliens. Exactement. Mais j'ai eu la chance de rencontrer Daniel Barenboim, qui m'a auditionné pour son orchestre. Et alors l'aventure humaine a été absolument, et est toujours d'ailleurs absolument fascinante. C'est-à-dire se rencontrer, d'avoir le courage d'avoir créé une telle initiative. Jusqu'à maintenant, on voit à quel point elle est d'actualité. Bien évidemment, c'est une inspiration. Tous les projets qui tendent avec énormément de courage à rassembler les peuples et surtout à ouvrir les dialogues, à parler, à pas forcément être d'accord, mais en tout cas avoir la capacité de pouvoir dialoguer. Pour moi, m'inspire évidemment beaucoup, au-delà de l'immense musicien qu'il est. C'est aussi tout le courage des actions qu'il mène sur le terrain. Et les capacités fédératrices de la musique. Oui, la capacité fédératrice, en n'oubliant jamais la qualité, évidemment, et puis surtout en montrant que le message de la musique peut faire beaucoup. Et pourtant, il y a un mois à peu près, à Strix-sur-Notion, de très graves incidents se sont produits à la Philharmonie de Paris lors d'une représentation de l'Orchestre Philharmonique d'Israël. Je le rappelle, donc perturbé par des fumigènes, en protestation par rapport à la situation dans la bande de Gaza. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'éruption qu'on voit derrière vous, de l'actualité dans un espace dédié à la musique? Moi, je trouve ça épouvantable, en fait, de voir de la violence créée dans un lieu de musique. En fait, je pense que si la scène musicale ne reste pas encore le dernier maillon d'une liberté d'expression qui est censée être éloignée de toute l'actualité que nous traversons. Alors, je trouve ça assez affolant. Moi, en aucun cas, je peux cautionner, je peux avoir un avis personnel, nous l'avons tous, sur toutes les situations, mais de mettre en danger des personnes, de mettre en danger des personnes qui sont venues ici pour justement partager un moment musical, je trouve ça absolument épouvantable. Et puis, en plus, c'était à peu près... Et le boycott donc, de certaines... des cultures de certains pays dont les dirigeants se livrent parfois à des guerres meurtrières. Le boycott, c'est assez délicat parce que déjà le boycott, il est toujours un petit peu... il n'est pas très égalitaire. Alors dans ce cas-là, si on parle de boycott, moi à titre personnel, j'avais été fortement choquée par exemple qu'on boycotte des artistes russes qui n'avaient pas forcément d'ailleurs eu d'avis politique, qui ne s'étaient pas forcément exprimés librement, voire qui étaient absolument contre la guerre et de boycotter. Et de l'autre côté, il y avait un chanteur azéri qui appelait franchement au meurtre des Arméniens pendant la guerre en 2020, qui n'était absolument pas... boycotter. Donc en fait c'est un peu spécial pour moi. J'essaye de toujours être éloignée, en tout cas quand je suis sur scène. Je pense que la musique n'a pas vocation je pense que quand on est musicien, on ne devrait pas appeler au meurtre. Et lorsque nous sommes sur scène, nous devrions justement essayer de partager autre chose que l'actualité qui se passe. Mais les images en tout cas de la Philharmonie, je trouvais ça épouvantable. En plus, c'était à peu près 10 ans jour pour jour après le Bataclan. Ça va forcément résonner en moi. Et de contrer la violence avec de la violence, je ne suis pas certaine que ce soit une solution.
Merci en tout cas Astrix Cyranossian d'avoir répondu à nos questions ce soir dans Au cœur de l'info. Je le rappelle, donc le concert de l'orchestre d'enfants Demos dont vous êtes donc la nouvelle marraine se tiendra mercredi prochain le 10 décembre à la Philharmonie de Paris. Et puis votre dernier album, Astrix Cyranossian, Invisible avec Nathanaël Gouin au label Alpha Classics qu'on voit donc apparaître à l'antenne, dans lequel vous faites sortir de l'ombre des œuvres rares que le temps a oubliées. Merci encore. Merci à vous. Cet entretien est à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Restez avec nous. Au cœur de l'info revient dans quelques minutes.